Bonjour et bienvenue sur Philosophiae. Nous avons vu lors de la précédente vidéo avec Michel Kluskar combien l'idéologie libertaire pouvait être légitimement perçue comme relevant d'une pseudo-opposition culturelle contrôlée. Pourquoi cela? Car l'extension du marché aurait besoin de cette valorisation du pôle désirant, de la personnalité moyenne de la population afin qu'elle réponde à la nouvelle injonction économico-culturelle, à savoir consomme, désire, etc. Bref, sois toi-même, sois cool, laisse-toi aller, fais-toi plaisir. En y réfléchissant, comment cette thèse peut-elle surprendre? En effet, les médias et les entreprises de l'industrie culturelle sont essentiellement privées, et qu'attendre du privé si ce n'est l'expansion de sa propre puissance, son conatus, pour reprendre Hobbes et plus tard Spinoza. Et oui, cette caractéristique n'est aucunement théoriquement réservée aux États. Tournons-nous à présent vers la philosophie de Christopher Lasch, assez convergente au niveau critique, je trouve, avec la pensée de Kluskar. Et lui aussi, comme votre serviteur, s'est intéressé à l'école de Francfort et s'est inquiété de la personnalité culturelle produite ou corrélée à notre capitalisme, disons, consumériste, toujours contemporain. Voici quelques-uns de ses ouvrages, et je me concentrerai dans un premier temps sur son livre de 1979, The Culture of Narcissism, American Life in an Age of Diminishing Expectation, c'est-à-dire la fin des espérances. Donc la culture du narcissisme, qui est le plus célèbre, je pense, de ses ouvrages, tout en regrettant de ne pas connaître celui de 1977, qui m'aurait bien intéressé sur la famille assiégée, et qui aurait, j'en suis sûr, toute sa place ici. En effet, la question de la famille, elle est importante, elle apparaît comme une clé de voûte, si vous voulez, de l'architecture de la société, tout comme la place de la femme qui lui est connexe. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous changez l'organisation standard de la famille ou la place de la femme, eh bien toute une cascade de conséquences s'ensuivent sur la société, en général, de ce que j'ai cru comprendre. Bien. En premier lieu, je vais dresser en quelque sorte le portrait du livre. Le thème général de ce livre relève de l'interaction entre culture et personnalité, comme dans l'anthropologie américaine, l'école de Francfort et aussi le freudo-marxisme. Ici, cette culture dont il est question est celle du capitalisme, qu'on pourrait, je crois, appeler consumériste, et cette personnalité de base, produite ou corrélée avec ce type de société, est en effet la personnalité narcissique. Quant à la problématique, j'ai quelques difficultés, mais on pourrait proposer un problème large qui dirait, la généralisation de la personnalité narcissique dans la société est-elle produite par le capitalisme? Est-elle vraiment le produit de la structure économico-culturelle du capitalisme? Ou faut-il au contraire penser qu'elle relève d'autres causes plus indépendantes? Et pour être plus précis encore, on pourrait dire que la tension peut aussi s'articuler autour d'une thèse avançant la production directe, sous forme d'ingénierie psychosociale de cette personnalité narcissico-consumériste, on pourrait dire, et l'autre thèse présentant la généralisation de la personnalité narcissique comme réponse à la détresse culturelle produite par la société. À cette question, eh bien la réponse, c'est-à-dire donc la thèse générale de l'auteur, est que cette personnalité narcissique n'est pas qu'une production directe du capitalisme, avec la production d'un ego empoulé et égoïste, mais plutôt un mécanisme de défense résultant d'une fragilisation de l'individu du fait de l'affaiblissement et même de la privatisation des processus traditionnels de socialisation, comme sont par exemple la famille. Je crois donc observer que l'aspect ingénierie sociale, au sens de planification volontaire et furtive de la société, et de la psychologie de la population, elle est moins présente chez Lasch que chez Kluskar. Toutefois, chez Lasch, le capitalisme reste une force causale, attention, mais peut-être un petit peu plus neutre, un peu plus comme un process sans sujet, un peu plus, un peu moins intentionnel, relevant un peu plus de l'ordre de l'effet secondaire, de la technique, si vous voulez. Je pense, c'est une thèse qu'on retrouve chez Jacques Ellul, dans le système technicien de 1977, par exemple. Donc, sur une échelle allant de l'auto-organisation de la société, avec des effets incontrôlés, si vous voulez, ou voire même des effets pervers. Donc, d'un côté et de l'autre, sa planification, je placerai Lasch entre Ellul et Kluskar, mais plus près de Kluskar. Bon.
Face à cette culture pseudo-contestatrice, pour reprendre les bons mots de Kluskar, Lasch recherchera des sources thérapeutiques dans le conservatisme et le populisme américain. Vous comprenez donc que si le progressisme est une fourberie intellectuelle et culturelle, l'authentique révolutionnaire pourra alors par contraste penser trouver l'émancipation dans des valeurs plus traditionnelles. Sauf erreur de ma part, je ne pense pas me tromper en disant que c'est là une différence entre Lasch et Kluskar, car le référentiel de Kluskar reste la philosophie communiste que je sache. Quant à son rapport avec Fromm, entre Lasch et Fromm, eh bien je ressens que là où Fromm propose plusieurs voies de compensation face à une culture non satisfaisante par rapport aux besoins fondamentaux de la nature humaine, lui il propose sadomasochisme, destructivité, conformisme automatique, et aussi une voie plus émancipatrice avec la question de la spontanéité, de la liberté. Eh bien là, je ne semble proposer qu'une seule réponse, un peu le narcissisme. Schématisons à présent le cœur du raisonnement de l'ouvrage. 4 éléments peuvent être mis en interaction. Premièrement, la culture capitaliste, qui est perçue comme étant le nouveau paternalisme. Deuxièmement, le déclin de la famille traditionnelle, le capitalisme modifiant la structure sociale fondamentale. Troisièmement, la culture thérapeutique, qui remplace la culture religieuse, ou dès lors, la santé, en particulier psychique, remplace le salut. Et aussi cette idée de privatisation de l'éducation. Et enfin 4, le narcissisme comme pathologie psychologique de la culture, conséquence de la nouvelle structure de la société. La culture capitaliste consumériste engendre ainsi la personnalité narcissique. Ensuite, l'influence du capitalisme peut être posée comme étant première dans la chaîne de causalité. Elle engendre par le spectacle de l'industrie culturelle un individu passif. Alors j'ai rajouté spectacle, mais c'est une dédicace à Greg qui m'a dit qu'il était peut-être intelligent de parler de la société du spectacle, et je crois qu'il a en effet raison. J'y reviendrai un peu plus tard. Y compris peut-être même avec Wiener dans Cybernétique et Société, il y aurait des choses à dire quand même, avant 1980. Donc, s'accompagne une culture, ce sont mes mots ici, une culture présentiste, à tempolarisation à la présentielle, futurielle, on pourrait même rajouter, et éloignée surtout du passé, c'est ce qui la caractérise. Et éloignée de la considération de l'histoire. Et là, je suis un historien de formation. Et il est vrai que l'histoire est fondamentale pour comprendre le monde. Et même, je dirais que la seule histoire des idées un peu idéaliste qu'est la philosophie, bon, même si elle est précieuse, pour relativiser la pseudo-supériorité du présent, une culture historique bien documentée est quand même, je pense, un immense avantage intellectuel. Ce capitalisme, donc d'abord industriel, modifie la structure familiale en mettant les pères au travail, et puis plus tard, on le sait, les femmes. Laissant de plus en plus la socialisation de l'enfant à d'autres agents. Je sais que parfois on parle des médias comme troisième parent. Il me semble que c'est tellement vrai. S'ensuit donc un déclin de la famille traditionnelle, un déclin des repères. Une modification radicale de la socialisation. Troisièmement, en allant un peu plus loin, on peut dire que la culture thérapeutique s'introduit dans cette socialisation nouvelle en dépossédant la famille de son autorité du fait des experts. Ces éléments viennent altérer le sentiment d'appartenance communautaire concrète. Ces éléments engendrent une personnalité de base narcissique au sein de la socialité. Or, pour Lasch, ce narcissisme n'est aucunement de l'égoïsme triomphant, mais, on l'a dit dans la thèse, un mécanisme de défense, d'adaptation, de compensation, résultant d'une fragilisation de la psychologie individuelle face à la perte de ses repères de socialisation habituels. Ce à quoi s'ajoute un sentiment d'indistinction au moi-monde, un syncrétisme en psychologie, dit-on parfois, d'indifférenciation au moi-monde, et de refuge résigné dans le moi. C'est ça la culture aussi du narcissisme. La libido se retourne sur le sujet. Quatrièmement, dès lors Lasch comprend qu'il faut défendre la famille, qui seule permet à l'individu de se structurer correctement, et que c'est sur elle que reposerait la possibilité de la démocratie. Ainsi, il s'oppose alors à la philosophie de la nouvelle gauche, New Left. On pourrait d'ailleurs penser que c'est très proche du freudo-marxisme, qui veut en effet déstructurer la famille. Cette nouvelle gauche dont parle aussi Kluskar, cette gauche non marxiste, non communiste, pense-t-on, cette gauche libertaire et estudiantine, on aurait presque envie d'ajouter, à titre rhétorique parfois quand même, si c'est pas la gauche de l'isolement scolastique,
pour reprendre la belle expression de Bourdieu. Philosophie donc, ou culture qui, à ses yeux, comme chez Kluskar, renforce au lieu de combattre la culture capitaliste. Ainsi, de façon peut-être un peu étonnante, il cherchera à trouver une légitimation culturelle et politique à ses vues au sein du courant populiste. C'est ce qui peut intriguer, parfois un peu gêner d'ailleurs. Ainsi, Kluskar comme Lach s'inscrivent dans une forme de gauche conservatrice, bon, réactionnaire diraient d'autres, une gauche qui verrait l'émancipation dans le refus de la culture contemporaine. Une gauche qui verrait la nouvelle gauche au pouvoir non pas comme la solution, mais comme le problème. Cela nous permet aussi au passage de comprendre comment il est possible à des gens de tendance de gauche de haïr peut-être et parfois mépriser ces courants de gauche qui semblent l'emporter culturellement. Comme une gauche impotente, inoffensive, juste bonne à captiver peut-être les plus jeunes, et tous ceux qui vivent dans l'isolement scolastique, les lycées et les universités. Cette présentation étant faite, on va voir à présent quelques passages intéressants. Une déjà qui donne le ton sur l'aspect régressif de la culture de son époque, qui est je crois encore notre, avec les guillemets, notre époque, notre culture. Libérer l'humanité de notions aussi attardées que l'amour et le devoir, telle est la mission des thérapies post-freudiennes, et particulièrement de leurs disciples et vulgarisateurs, pour qui la santé mentale signifie suppression des inhibitions et gratification immédiate des pulsions. Là encore, on voit bien, c'est la lutte contre une culture névrotique, avec un surmoi trop important. Pour Lach, nous vivons une profonde révolution culturelle, et comme lui, on peut légitimement se demander si les radicaux ne se trompent pas de racines, si leur diagnostic des choses n'est pas suspect. Il écrit en effet que de nombreux radicaux s'insurgent encore contre la famille autoritaire. Le moralisme antisexuel, la censure littéraire, la morale du travail et autres piliers de l'ordre bourgeois. Alors que ceux-ci ont déjà été sapés ou détruits par le capitalisme avancé. Ces radicaux ne voient pas que la personnalité autoritaire n'est plus le prototype de l'homme économique. La chose est dite. Et nous sommes pleinement dans notre thème freudo-marxiste, la référence à Adorno étant tout à fait plausible, me semble-t-il. Encore, on a envie de dire qu'il faut peut-être être un peu de mauvaise foi ou dans la cécité volontaire de l'habitude et de la culture ambiante pour croire encore à la domination culturelle de la personnalité autoritaire. Elle est en effet ringardisée. Plus loin, l'auteur met en avant l'angle de la détraditionnalisation, si vous voulez, en mentionnant le fait de la d'évaluation culturelle du passé. Et l'auteur s'exprime en ces termes. L'indifférence de notre culture envers ce qui nous a précédés, qui se mue facilement en refus ou en hostilité militante, constitue la preuve la plus flagrante de la faillite de cette culture. Pour toutes ces raisons, la dépréciation du passé est devenue l'un des symptômes les plus significatifs de la crise culturelle à laquelle ce livre est consacré. Je ferai souvent appel à l'expérience historique pour expliquer nos errements présents. Le refus du passé, attitude superficiellement progressiste et optimiste, se révèle à l'analyse. La manifestation, c'est en tout cas ce qu'il pense, du désespoir d'une société incapable de faire face à l'avenir. Il termine un peu plus loin sur ce point, ce qui permet de comprendre le sous-titre de son livre, La vie américaine à un âge de déclin des espérances, en estimant que ce n'est pas par complaisance, mais bien plutôt par désespoir, que les gens s'absorbent en eux-mêmes, se réfugient en eux-mêmes. Quelques remarques. C'est vrai que le respect des anciens, le respect des aînés, voilà ce qui n'est plus peut-être, et ce qui distingue l'Occident des autres cultures, tellement nous sommes tournés vers l'avenir. Et c'est aussi ce qui fait peut-être la différence, sous certains aspects, avec les étudiants en philosophie, en histoire, bon, une hypothèse. Ce que je ressens, c'est qu'en tant qu'étudiant philosophie, bon, on n'est pas formé à regarder de haut et avec mépris et bouffi d'orgueil les philosophes du passé. Nous les respectons, nous les admirons malgré toutes les différences qu'on peut avoir avec eux. On ne leur demande pas d'être des prophètes ou encore moins d'être conformes à la sensibilité morale toute relative et éphémère de notre époque. Il ne s'agirait pas de se prendre pour l'aboutissement de l'humanité, ça serait ridicule. On doit pouvoir clairement mieux faire. Donc, ce que j'ai envie de dire par là,
c'est vrai qu'il faudrait qu'on arrête de se laisser impressionner par cet ethnocentrisme du présent, ce présentisme orgueilleux. Et je placerai volontiers ici Charles Péguy, qui écrivait « Quand une société ne peut pas s'enseigner, c'est que cette société ne peut pas s'enseigner. C'est qu'elle a honte, c'est qu'elle a peur de s'enseigner elle-même. Une société qui n'enseigne pas est une société qui ne s'aime pas, qui ne s'estime pas, et tel est précisément le cas de la société moderne. » Plus classiquement aussi, dans la culture philosophique, ce respect du passé, j'ai envie de mentionner Arendt, qui écrit dans son livre célèbre, Between Past and Future, de 1961, et puis ensuite de 1968, donc qui estime que celui qui refuse d'assumer cette responsabilité du monde ne devrait ni avoir d'enfants, rien que ça, ni avoir le droit de prendre part à leur éducation. Dans le cas de l'éducation, la responsabilité du monde prend la forme de l'autorité. L'adulte, comme l'éducateur, si vous voulez, a un monde à transmettre, une culture, des valeurs sans quoi le sens n'est plus. C'est ça, assumer la responsabilité du monde, avoir des choses à transmettre. Autre citation, « Évitons tout malentendu, dit-elle. Il me semble que le conservatisme pris au sens de conservation est l'essence même de l'éducation, qui a toujours pour tâche d'entourer et de protéger quelque chose. Même la vaste responsabilité du monde qui est assumée ici implique bien sûr une attitude conservatrice. Alors, ça peut expliquer mes tendances conservatrices de temps à autre, peut-être que c'est dû à mon métier, parce que si en effet être progressiste, c'est observer ce qu'on observe, selon l'éthique de Weber, entre le principe de responsabilité et l'éthique de la conviction, enfin l'éthique de la responsabilité et l'éthique de la conviction, on préfère peut-être quelque chose qui marche, et peut-être donc une éthique de la responsabilité, et peut-être alors qu'il est préférable d'être conservateur si les nouveautés pédagogiques engendrent ce qu'elles engendrent. L'adulte, donc, comme l'éducateur, sont censés être du côté de la tradition, puisqu'ils ont des choses à transmettre. Et c'est la tradition qui devrait faire autorité, car c'est d'elle que s'émet la transmission. Ainsi, je cite toujours Arendt, « La crise de l'autorité dans l'éducation est étroitement liée à la crise de la tradition, c'est-à-dire à la crise de notre attitude envers tout ce qui touche au passé. Pour l'éducateur, cet aspect de la crise est particulièrement difficile à porter, car il lui appartient de faire le lien entre l'ancien et le nouveau. Sa profession exige de lui un immense respect du passé. La crise de l'autorité des adultes et du passé ne saurait donc être associée à une émancipation de la jeune génération. » Citation. « Affranchi de l'autorité des adultes, l'enfant n'a donc pas été libéré, mais soumis à une autorité bien plus effrayante et vraiment tyrannique, la tyrannie de la majorité, pense-t-elle. Et le problème est précisément que le monde moderne est le lieu d'une crise de l'autorité, et Arendt appelle finalement au retour d'une posture d'adulte. Elle écrit « L'autorité a été abolie par les adultes, et cela ne peut signifier qu'une seule chose, que les adultes refusent d'assumer la responsabilité du monde dans lequel ils ont placé les enfants. Une forme de démission, quelque part. » Et je trouve que, oui, on a quelque chose de commun ici entre Arendt et Lach, probablement, dans cette posture un peu conservatrice. Je ne sais pas si c'est une bonne posture, entendons-nous bien. Mais on peut peut-être l'entendre. Encore, Lach apporte une thèse psychologique originale selon laquelle cette culture du narcissisme relèverait de la non-possibilité de l'identification au groupe et à l'histoire. Et dès lors, un retournement défensif sur soi, en bref, un narcissisme de compensation. Or, on aurait pu s'attendre à une thèse de l'ordre du retour à l'égoïsme ou à l'égocentrisme infantile. Dans la postface, là je reviens sur ce concept de narcissisme qui trouve deux acceptions chez Freud. Premièrement, celui relatif à l'indistinction moi-monde, l'indifférenciation moi-monde infantile, associée un peu à la vie intra-utérine et cette idée de toute puissance, la moindre frustration et disons, le moindre besoin est satisfait dans la vie intra-utérine, il n'y a pas à se déplacer. Donc cette idée de toute puissance qu'on retrouve un peu trop souvent chez un grand nombre d'élèves, que je crois savoir, je crois l'avoir observé, en tout cas d'illusion de toute puissance. Et deuxièmement, autre vision du narcissisme, c'est le désinvestissement libidinal du monde et son investissement corrélatif sur l'individu lui-même, c'est-à-dire l'objet de satisfaction devient le moi. Et donc il y a un rapport au monde qui s'amenuise en fait.
Le narcissisme a donc un pôle profondément égocentré, au détriment de l'intérêt réel pour le monde extérieur, accompagné d'une volonté toute puissance parfois très, très régressive, infantile, hein, voire même peut-être un peu suicidaire quand j'y pense. C'est vrai qu'il y a un narcissisme positif, un narcissisme de pulsion de vie, et il y a un narcissisme de pulsion de mort, retrait du monde. Et le lien donc chez Lâche est fait entre cette culture et le surmoi, hein, désormais pré-oedipien, pense-t-il. Il écrit « Comme le surmoi ne peut plus compter sur le soutien d'autorités externes dans sa lutte contre ces dangereuses pulsions, eh bien, il y aurait lieu de parler alors d'effondrement des contrôles pulsionnels. Effondrement de la maîtrise de soi. Valeur dont on l'a dit, qui semble pas être si valorisée que cela par notre culture, me semble-t-il. Si on peut généraliser. En ce sens, l'expression autoritaire que je proposais, à savoir d'une autorité qui prend soin des jeunes, semble un peu plus légitime. Et dès lors, la bienveillance, avec les guillemets non répressive, apparaîtrait pour ce qu'elle est, c'est-à-dire, si cette théorie est juste, comme de la maltraitance éducative. Donc il faut absolument qu'on ait des vues claires et vraies sur ces sujets. Il en va de l'éducation de nos jeunes. Reprenons les raisonnements de Freud sur la détresse humaine, du fait même de sa naissance prématurée, de par sa biologie spécifique. Lâche estime qu'il y a donc une tension entre désir de fusion et réalité de la séparation, à laquelle le sujet peut répondre par les deux défenses excessives suivantes, une symbiose régressive ou des illusions solipsistes d'omnipotence, qui ne sont pas des réponses mais des négations de la réalité, à savoir celle de la dépendance du sujet. Et c'est vrai que notre puissance technique, en effet, elle alimente cette illusion de toute puissance. Cette personnalité de base narcissique dont parle l'auteur ne doit donc pas être comprise psychologiquement comme un simple et littéral amour excessif de soi, mais comme une sorte vraiment de compensation. Le narcissisme se révélant essentiellement être une défense contre les pulsions agressives plutôt qu'un amour de soi. C'est-à-dire que, toujours en citant Lâche, le narcissisme semble représenter la meilleure manière d'endurer les tensions et anxiétés de la vie moderne. Parlant du rôle de plus en plus important des spécialistes de la thérapeutique au sein d'une société paternaliste mais sans père, aboutissant à un transfert externe de nos responsabilités d'adultes, l'auteur estime alors que le narcissisme apparaît comme une défense contre les sentiments de dépendance impuissante de la petite enfance, qu'il tente de combattre par un optimisme aveugle et des illusions grandioses d'autarcie personnelle. En prolongeant le sentiment de dépendance jusque dans l'âge adulte, la société moderne favorise le développement de modes narcissiques atténués. Lâche on vient alors à mentionner Sade comme le prophète de l'individualisme révolutionnaire. À cet écrivain sulfureux est associée l'idée selon laquelle la satisfaction illimitée de tous les appétits était l'aboutissement logique de la révolution dans les rapports de propriété. La seule manière d'atteindre la fraternité révolutionnaire dans sa forme la plus pure. Avec l'idée d'une utopie sexuelle où hommes et femmes ne sont en dernière analyse que des objets d'échange, ou encore que la destruction du paternalisme et la subordination de toutes les relations sociales aux lois du marché avaient balayé les dernières restrictions à la guerre de tous contre tous, le plaisir devenant la seule activité vitale. Lâche écrit alors « En effet, comment condamner le crime ou la cruauté, sinon à partir de normes ou de critères qui trouvent leurs origines dans la religion, la compassion ou dans une conception de la raison qui rejette des pratiques purement instrumentales. Or, aucune de ces formes de pensée ou de sentiment n'a de place logique dans une société fondée sur la production de marchandises. » L'auteur comprit également que la condamnation et la vénération de la femme devaient s'accompagner d'une défense des droits sexuels de celle-ci, le droit de disposer de son propre corps, comme le dirent aujourd'hui les féministes. Si l'exercice de ce droit dans l'utopie de Sade se réduit au devoir de devenir l'instrument du plaisir d'autrui, ce n'est pas parce que le divin marquis détestait les femmes, mais parce qu'il détestait l'humanité. Il avait perçu plus clairement que les féministes qu'en régime capitaliste, toute liberté aboutissait finalement au même point, l'obligation universelle de jouir et de se donner jouissance. À ceux de ses compatriotes qui voulaient devenir républicains, Sade lançait cet avertissement menaçant. Ne croyez pas que vous ferez de bons républicains tant que vous garderez isolés dans leur famille les enfants qui devraient appartenir à la République et à elle seule. Ce n'est pas seulement dans la pensée de Sade,
mais dans l'histoire à venir, si exactement préfigurée dans l'excès même, la folie et l'infantilisme de ces idées, que la défense de la sphère privée aboutit à sa négation la plus poussée, que la glorification de l'individu conduit à son annihilation, nous dit Lâche, page 106. Enfin, à titre de synthèse sur la situation psychologique de l'individu moyen, Lâche s'exprime en ces termes. Selon plusieurs observateurs de la culture américaine, dont Henry, l'effondrement de l'autorité parentale reflète celui des contrôles exercés sur les pulsions primitives, ainsi que le changement d'une société où les valeurs du surmoi, du contrôle de soi dominaient, à une autre où on se mit à accepter de plus en plus les valeurs du ça, celle de la gratification immédiate des pulsions. Le renversement des relations normales entre les générations, le déclin de la discipline parentale, la socialisation de nombreuses fonctions familiales, privatisation, et les actions confuses, détachées et dominées par les pulsions et centrées sur elles-mêmes, entreprises par les parents américains, donnent naissance à certaines caractéristiques. Or celles-ci, sous leurs formes extrêmes, peuvent avoir des effets pathologiques sérieux. Mais dans une modalité atténuée, elles préparent l'enfant à vivre dans une société permissive, organisée en fonction des plaisirs de la consommation. Dans le même ordre d'idées, Arnold Rogow affirme que les parents se montrent en alternance permissifs et évasifs dans leur façon de traiter les jeunes. Ils trouvent plus facile pour se conformer à leur rôle de soudoyer que de faire face au tumulte affectif que provoquerait la suppression des demandes des enfants. En agissant ainsi, ils sapent les initiatives de l'enfant et l'empêchent d'apprendre à se discipliner et à se contrôler. Mais, étant donné que la société américaine n'accorde plus de valeur à ces traits de caractère, l'abdication par les parents de leur autorité favorise chez les jeunes l'éclosion des manières d'être que demande une culture hédoniste, permissive et corrompue. Le déclin de l'autorité parentale reflète le déclin du surmoi dans la société américaine dans son ensemble, dit-il sur les pages 224-225. L'auteur apporte encore quelques éléments dignes d'intérêt qui relient justement cette nouvelle personnalité de base narcissique à la dimension économique de la société contemporaine. On parlera de tout ça pour la suite.